Salut les amis, c'est Jojal, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de tester le nouveau MacBook Pro 2016. Comme vous vous en doutez, ce MacBook Pro est destiné aux professionnels, d'où le Pro de MacBook Pro. Ce Mac n'est donc pas prévu pour les personnes qui souhaitent faire de la bureautique, naviguer sur internet ou encore regarder des vidéos. Sur ce coup, il faut cibler la gamme un petit peu en dessous qui est le MacBook Air, que je conseille d'ailleurs pour les étudiants. Moi je l'avais quand j'étais en études et franchement c'était juste génial. On est sur un produit qui est fin, qui est léger et en plus de cela il est rapide. Et si vous êtes étudiant, n'oubliez pas, vous avez la possibilité d'avoir des offres assez intéressantes allant jusqu'à moins 12%. J'en ai fait une vidéo l'année dernière, je vous mettrai le lien dans la description, je vous explique tout. Et non, je n'ai pas été payé par Apple, ce n'est pas un placement de produit. C'est juste une petite technique que je souhaite partager. Si j'ai la possibilité de faire des économies à mes abonnés, eh bien écoutez, pourquoi pas. Mais bref, passons au sujet de la vidéo, le MacBook Pro. On va pas se mentir, c'est un très bel appareil, un design soigné, de l'aluminium de très bonne qualité, un toucher agréable et une nouvelle couleur en plus de l'argent gris sidéral qui est juste magnifique. Il est parfait pour les déplacements dû à sa légèreté, 1,8 kg, de son gabarit qui est moins imposant par rapport à la majorité des ordinateurs portables 15 pouces et de son autonomie qui reste convenable. Je tiens environ 5-6 heures pour l'utilisation vraiment intensive, montage vidéo, navigation sur internet, regarder des films, traitement de texte, Photoshop, et c'est déjà très bien. Mais je tiens à préciser tout de même que je m'attendais à une autonomie quand même meilleure, parce que personnellement par rapport au MacBook Pro Retina de l'année dernière, je l'ai justement, et bien je trouve que l'autonomie est un petit peu kiff-kiff, il n'y a pas de grosses différences. Sur ce MacBook Pro, nous avons un trackpad avec toujours le Force Touch, il est juste plus grand, bien plus grand. Mais est-ce que ça change quelque chose? Eh bien moi personnellement, j'ai trouvé aucune différence. Par contre, là où je félicite Apple, c'est le clavier qui est juste... C'est de la bombe, c'est de la bombe. Alors ok, il est un petit peu plus bruyant qu'avant, mais franchement, quand vous touchez les touches du clavier, c'est super agréable. Dès qu'on a tapé sur ce clavier, on a complètement l'impression que son ancien Mac est vraiment dépassé. Bien sûr, les touches sont toujours rétro-éclairées, mais elles sont plus stables, d'où le fait que c'est plus agréable à utiliser. En haut du clavier, on trouve un tout nouveau gadget d'Apple, un écran tactile avec plusieurs fonctionnalités. Ça s'appelle la Touch Bar et elle remplace tout simplement la barre en haut qu'on avait sur les anciens claviers. De base, nous avons à gauche le bouton échappe et à droite des raccourcis pour changer la luminosité de l'écran, de modifier le volume et d'activer Siri. À côté de ces boutons, vous avez une petite flèche. En appuyant dessus, on déroule toutes les touches classiques de l'ancien clavier, ce qui gère la luminosité de l'écran, le rétroéclairage des touches, le volume, le lecteur de musique, le launchpad, etc. Tous ces boutons ainsi que les 4 raccourcis peuvent être personnalisables. Pour cela, on va dans les réglages, clavier, et on appuie sur personnaliser la bande de contrôle. Et là, vous avez plusieurs choix de fonctionnalités. Vous choisissez celle que vous voulez et vous la glissez avec la souris sur la touch bar. Personnellement, je garde les boutons par défaut, c'est selon moi les plus pratiques. Petite astuce, si vous voulez afficher les touches de fonction, il suffit de laisser appuyer sur la touche FN du clavier et ils vont s'afficher directement sur la touch bar. Bien sûr, la touch bar propose bien plus de choses, surtout sur les applications de base d'Apple. Par exemple, dans les logiciels où on utilise du texte, on a une prédiction des mots, on peut modifier la couleur d'un mot, on a quelques réglages rapides pour la police, on peut chercher un smiley, etc. etc. Sur Final Cut Pro, on nous affiche des raccourcis pour nous simplifier la vie de nos montages. Ouais. Sur Safari, on nous suggère des pages internet, des boutons pour naviguer entre les différents onglets ouverts. Et ce que j'adore, c'est lorsqu'on regarde des vidéos, le lecteur se met directement sur la touch bar, comme sur QuickTime. Et ça, c'est génial, ça permet d'éviter de gâcher la vidéo quand elle est en plein écran. Par contre, le gros problème avec cette touch bar, c'est que pour l'instant, elle n'est pas compatible avec toutes les applications. Par exemple, sur Photoshop, il n'y a rien du tout. Sur Google Chrome, toutes les fonctionnalités de Safari sont inexistantes. Donc aujourd'hui, on est quand même limité. Il faudra être patient et attendre que les développeurs d'applications puissent faire une mise à jour avec la compatibilité de cette touch bar. Mais je vais pas vous mentir, personnellement, pendant mon test, je ne l'ai vraiment pas trop utilisé. Par exemple, sur Final Cut Pro, j'ai l'habitude d'utiliser des raccourcis rapides avec les touches du clavier. Et pour l'instant, c'est plus rapide d'utiliser ces raccourcis que de regarder sur la touch bar et voir qu'est-ce que je vais utiliser comme fonction. Quand j'écris, le prédicateur de mots est complètement inutile. J'écris la majorité du temps sans regarder mon clavier, mais juste en regardant l'écran. Et en plus de cela, la proposition de mots est assez lente. Attention les amis, j'ai jamais dit que c'était nul ou inutile. Pour ma part, je trouve que pour l'instant, c'est une perte de temps. Mais je reste pas fermé, c'est quelque chose de nouveau, qui est quand même innovant, et j'en suis convaincu qu'elle a de l'avenir. Je tiens à préciser quand même qu'il y a des logiciels comme Better Touch Tool, qui existent et qui permettent de créer des actions sur la touch bar sur des applications qui ne sont pas compatibles actuellement avec la touch bar. Autre nouveauté au niveau du clavier, c'est le bouton de Touch ID qui se trouve en haut à droite.
C'est la première fois qu'Apple met une sécurité d'empreinte digitale sur un Mac et franchement je trouve que c'est une très bonne idée car c'est vraiment un gain de temps. Mais sachez qu'à chaque démarrage, c'est comme l'iPhone, il faut toujours mettre un mot de passe pour déverrouiller son Mac. Grâce au Touch ID, vous pouvez donc déverrouiller votre appareil avec sécurité avec votre doigt, mais aussi faire des achats sécurisés sur l'App Store et iTunes. Avant de passer à autre chose, petite astuce de Jojol, ce bouton Touch ID fait également office de bouton forcing pour éteindre votre Mac. Donc par exemple, si le Mac plante, eh bien on laisse appuyer dessus et l'ordinateur va s'éteindre. Attention, ce n'est pas un bouton qui remplace le bouton Power. Donc par exemple, c'est pas avec ce bouton là que vous allez pouvoir allumer votre Mac. Parce que oui, la nouveauté sur ce Mac aussi, c'est que il s'allume quand on l'ouvre. Le bouton Power a complètement disparu. Encore dans le coin du clavier, oui je sais il y a plein de choses dans cet endroit, eh bien vous avez deux nouveaux haut-parleurs. Bien plus forts qu'avant, plus de basse et une qualité de son juste vraiment excellente. Déjà que j'avais beaucoup apprécié la qualité de son du MacBook Pro Retina de l'année dernière, je vous laisse imaginer ce que j'en pense sur le nouveau. Maintenant on va s'intéresser aux ports que nous avons sur ce MacBook Pro. Ça va être très rapide. Dans le passé, la gamme Pro avait toutes les connectiques importantes directement sur l'ordinateur. On n'avait pas besoin d'acheter des adaptateurs. Et bien cette année, les choses ont changé. Plus de ports USB, plus de ports HDMI, plus de ports SD. Tout a été remplacé par 4 ports Thunderbolt qui utilisent la norme USB Type-C. C'est en gros la connectique du futur, multifonction, elle est réversible, elle peut recharger l'ordinateur, elle peut recharger d'autres appareils, on peut transférer des données, on peut brancher des écrans, on peut faire passer du son, etc., etc. Bref, c'est un port qui est très intéressant et en plus de cela, il est très rapide puisqu'il est 8 fois plus rapide que de l'USB 3. Mais selon moi, ce changement est trop brutal. Encore aujourd'hui, on est habitué à utiliser des appareils avec des câbles USB, des cartes SD, et ça fait depuis pas très longtemps que l'USB Type C a fait son apparition sur le marché. C'est pourquoi je trouve que c'est vraiment dommage de la part d'Apple d'avoir vraiment remplacé tous ces ports par des ports USB Type C, car au début, les gens vont devoir acheter un adaptateur pour pouvoir l'utiliser quand même parfaitement. J'ai bien dit au début. Autre critique, dans le passé, sur les ordinateurs Apple portables, on avait un système de rechargement magnétique qui permettait souvent de sauver la vie de son Mac lorsqu'on se prenait le fil avec nos pieds ou nos mains. Et bien là, ce système n'existe plus puisque pour recharger donc cet appareil, on utilise tout simplement un câble USB Type C tout simple. Passons maintenant à l'écran. Encore cette année, Apple propose du lourd. Ici, nous avons un écran 15,4 pouces avec une résolution 2880 par 1800 pixels. La différence par rapport au Pro Retina de l'année dernière, c'est qu'il est plus lumineux, les couleurs sont plus belles et on a moins de bords. Et ça, c'est top. Pour moi, le 15 pouces, c'est vraiment le minimum à utiliser, surtout quand on part en voyage et qu'on veut utiliser des logiciels professionnels, comme par exemple quand on veut faire du montage vidéo, du montage photo, etc., etc. Pour information, si vous souhaitez brancher des écrans sur cet ordinateur, c'est possible. Vous pouvez brancher jusqu'à 2 écrans avec une résolution 5K. Au niveau des caractéristiques, ce qu'il faut savoir, c'est que ce MacBook Pro, c'est le full, sauf au niveau du stockage. On a donc un processeur i7 quadricœur à 2,9 GHz, Turbo Boost jusqu'à 3,8 GHz. On a 16 Go en RAM qui sont soudés, pas possible aussi de l'augmenter même en option chez Apple. Stockage là de base c'est 512 Go soudé, mais vous avez la possibilité, si vous voulez avoir plus de mémoire, prendre une option supplémentaire chez Apple. Ça peut aller jusqu'à 2 Tera pour 1440 € de plus. Ça va, franchement, c'est pas cher. Et pour la puce graphique, ici, nous avons une Radeon Pro 460. Alors certes, ce Mac n'est pas forcément le plus puissant qui existe dans le monde, mais c'est l'ordinateur portable Apple le plus puissant qui existe. Et s'il vous plaît, je ne veux pas avoir en commentaire... Et pour ce prix-là, tu peux avoir quelque chose de plus puissant. Tu peux avoir un PC gamer. Non mais sérieux, quand on achète cet ordinateur là, c'est pour professionnel, c'est pas pour faire son petit kéké en train de jouer. Bref, quand je l'ai testé, l'ordinateur fait vraiment bien son taf, il est rapide, et il chauffe très peu contrairement à celui de l'année dernière qui était une vraie fournaise. Par contre, je tiens à le préciser, hein, vous le savez, si j'ai des choses à dire, si j'ai des petites critiques, si j'ai rencontré des petits soucis, je vous le dis à chaque fois. Et bien là, j'ai rencontré quelquefois des petits lags sur Final Cut Pro, mais je pense que c'est un problème logiciel qui va être corrigé avec une future mise à jour.
Je l'espère, parce que vu le prix du machin, voilà quoi. Ce MacBook Pro est sous la dernière version macOS Sierra. Je vais pas rentrer dans le débat Mac vs Windows, c'est mieux Mac, c'est mieux Windows. Tu préfères Mac, tant mieux pour toi, tu préfères Windows, tant mieux pour toi. Voilà, c'est clos, c'est clos. Pour conclure, ce MacBook Pro 2016 est un très bon ordinateur portable que je conseille fortement pour les professionnels qui veulent un Mac puissant et qui sont souvent en déplacement. Comme je l'ai dit en début de vidéo, cet ordinateur n'est pas du tout prévu pour des personnes qui veulent faire des tâches simples. Si vous voulez faire des tâches simples, il suffit tout simplement de prendre un MacBook Air, surtout pour les étudiants. Je le répète, prenez un MacBook Air, c'est juste génial pour les études. Faudra peut-être que je demande un chèque à Apple. Vous en pensez quoi? Beaucoup de points positifs, hein, c'est un très bel appareil, il est léger, il est pas trop imposant. On a une bonne autonomie, des haut-parleurs excellents. Un clavier juste génial, un Touch ID qui est pratique et un très bel écran. Mais bien entendu, on a aussi des points négatifs. Déjà, on va commencer par le premier, qui est son prix, puisque cet ordinateur que j'ai là, ici, là, devant moi, qui est en full, coûte à partir de 3559 €. Ouais, c'est quand même pas donné. Donc c'est un Mac qui est prévu pour les personnes qui ont quand même du budget. Autre point négatif, on est obligé pour débuter avec cet ordinateur d'acheter un adaptateur USB type C. La touch bar, c'est sympa, mais pour l'instant, on n'en a pas réellement l'utilité. La qualité de la webcam, c'est du 720p, c'est pareil que le MacBook Pro Retina de l'année dernière. Franchement, pour 3000 €, on pourrait s'attendre à quelque chose d'amélioré, parce que qui dit professionnel dit souvent aussi vidéoconférence, donc du coup, ça aurait été bien quand même de l'améliorer. Il est impossible d'augmenter la RAM, tout est soudé. Même si aujourd'hui 16 Go ça reste quand même pas mal pour un Mac. Le stockage de base de 512 Go se remplit quand même assez rapidement. Et puis voilà. Alors du coup, est-ce que j'ai l'intention d'acheter cet ordinateur? La réponse est je pense. Je pense. Je vais encore y réfléchir vu le prix de la bête. Et bien écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de ce Mac. Et sur ce, on se retrouve comme d'habitude dans une future vidéo. Salut!